On est avec Florence Porcel. Bonjour Florence. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Parfait. J'ai vu comprendre que tu avais mangé des pâtes ce midi. Ouais, j'ai mangé des pâtes ce midi. Ma vie est tout à fait fascinante, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Et en dehors des pâtes dans la vie, tu es connue pour beaucoup de choses. Tu es comédienne, auteure, community manager. Tu as créé un podcast, tu as fait de la télé, de la radio. Franchement, je ne sais pas trop par où commencer. Je suis fatiguée à rien entendre ça. Carrément. Comment est-ce que toi, tu te présenterais à quelqu'un qui ne connaît pas tout ton parcours? Vite fait. Oui, c'est tout le problème, c'est que je ne sais jamais comment me présenter. Parce que se présenter soi-même, en fait, c'est juste l'exercice le plus horrible de l'univers. Je suis bien d'accord. Donc voilà. Je te le demande. Alors, en général, je me présente en disant que je suis auteure, comédienne, animatrice également. Et voilà, ensuite, c'est compliqué de définir mon parcours parce que j'ai fait tellement de choses dans des domaines qui ne sont pas forcément... tous cohérents à première vue que c'est compliqué. Là, je mets 10 minutes et en général, ça saoule tout le monde. Et voilà. Mais je me présente en étant auteure, comédienne et animatrice. C'est le plus simple. On sait notamment que tu as failli faire partie du projet Mars One, qui prévoyait d'installer une colonie sur la planète Mars à partir de 2024-2025. Je te demande pas si tu étais prête à prendre un aller simple pour Mars, parce que si tu t'es inscrite, c'est que tu t'es décidée. C'est ça, j'imagine. Mais comment est-ce que ça t'est venu de poser ta candidature à ce projet? Alors en fait, moi depuis toute petite, je veux visiter tous les mondes de l'univers. Et parce que, je sais pas, parce que je suis sûre qu'il y a des planètes où il y a encore plein de dinosaures, des planètes où il y a que des manguiers, des planètes où il y a rien, des planètes où il y a que des petits chatons, je sais pas. Et du coup, ça me fascine et j'ai toujours eu envie de voyager partout pour voir partout dans l'espace. Sauf que il se trouve que je peux pas postuler à un recrutement d'astronautes classiques de par mon parcours et ma formation. Et donc, comme Mars One a ouvert l'appel à candidature à tous les profils, du coup, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit que c'était une chance pour moi d'aller visiter un autre monde que la Terre, peut-être un jour. Tu dis ça comme si tu n'avais même pas hésité? Ah non, j'ai pas hésité, non. T'as pas hésité, c'était direct. Ouais. J'imagine que ça a suscité des réactions autour de toi. Bonjour, je pars sur Mars. Dès que je peux, j'y vais. Non, en fait, oui, en même temps, voilà, je faisais juste candidater. J'étais pas dans la fusée, sur le pas de tir, en cours vers l'espace. Donc tout allait bien. Il y avait tout un processus de sélection, donc j'étais pas, je disais pas, demain je pars. C'était peut-être que je partirai un jour, mais peut-être pas en fait. Donc. T'es quand même allé super loin dans la sélection. Je crois que t'as fait partie des 660 derniers candidats avant d'être éliminé. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait venir l'échéance. Ouais. Non, ça fait 0,3% des candidats de base. Voilà, j'ai fait partie des 0,3% qui sont arrivés jusqu'au second tour. Donc, ouais, c'est cool. Je suis la première surprise, d'ailleurs, vraiment. Et parce que justement, j'avais pas le profil pour, a priori, faire ce genre de concours ou ce genre de voyage. Et donc, du coup, je suis très très contente d'être arrivée jusque-là. Bon, l'aventure s'est arrêtée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça impliquait quoi, comme poser sa candidature en fait, des entraînements spéciaux, des tests? Non, c'était beaucoup plus basique. C'était que la première, en fait, on nous demandait de nous inscrire en ligne sur Internet. Il fallait remplir un questionnaire qui, j'ai mis 3 heures, je crois, y répondre 3-4 heures. Enfin, c'était un peu poussé déjà. Il fallait faire une vidéo de présentation d'1 minute où on devait se présenter, dire pourquoi on était le meilleur candidat, blabla. Enfin voilà, les trucs un peu basiques. Et en présentant son sens de l'humour aussi. Je sais pas, visiblement, il faut avoir le sens de l'humour pour aller sur Mars. Pour faire rire les Martiens, peut-être. Voilà, c'est ça, pour faire rire les Martiens, exactement. Donc du coup, j'ai fait ma vidéo, elle est sur YouTube, toujours. Et ensuite, ils ont éliminé 95% des candidats, plus de 95%, je crois. Et à ce moment-là, on nous a demandé de passer un examen médical. Enfin, il fallait fournir un certificat médical pour être sûr qu'on était en bonne santé, mais de tout, partout. Donc j'ai fait toute une batterie de tests, c'est bien. Du coup, je suis en bonne santé. Ouais, c'est pratique. Voilà, exactement. Et ensuite, on a eu nos entretiens sur un équivalent de Skype avec le responsable du recrutement qui durait un quart d'heure, où il y avait des questions un peu générales du genre pourquoi vous voulez aller sur Mars, justement. Très bonne question. Et voilà. Pourquoi voulais-tu aller sur Mars? Et pourquoi, mais pour quelle raison? Et des questions un peu plus techniques, poussées, de mise en situation, qui étaient déjà un peu plus costaud, quoi. On n'a pas testé ton endurance, je sais pas. Non, si, stress, avec les examens médicaux, mais oui. Mais non, le stress, non, pas à cette étape-là. D'accord. Peut-être que ça arrivera. Peut-être la dernière étape. Oui, j'espère. Qu'ils seront testés là-dessus.
C'est toujours, on peut dire, un projet très ambitieux, même si à l'heure actuelle, il paraît peut-être compromis de partir d'ici une dizaine d'années avec une colonie pour Mars. Ah mais moi de toute façon, j'ai toujours dit, dans 10 ans, c'est pas possible. Dans 10 ans. Ah mais c'est pas possible. Dans 10 ans, avec 6 milliards de dollars, c'est juste pas possible. Voilà. Et je l'ai dit et répété, et j'ai jamais transigé là-dessus, ce n'est pas possible. Donc pourquoi pas un jour, mais pas dans 10 ans, non, ça c'est clair. Mais dans 20 ans, 30 ans, ah ben oui, là tu y peut-être, crois oui, toujours là c'est peut-être, oui, c'est plus envisageable. Mais là, aujourd'hui, il y a trop de problèmes à régler. Il y a tout un tas de choses qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, et ça demande de la recherche pour régler les problèmes qu'il faut régler, du temps, de l'argent. Enfin, je veux dire, non, 10 ans, c'est pas possible. Mais tu espérais trouver quoi sur Mars? Rien. De l'eau? Non, bah de l'eau, il y en a. Hein. Je veux dire, il y en a partout, donc ça, c'est sûr. Mais non, c'est une très très bonne question. J'espérais trouver une expérience que personne n'a jamais vécue, mais dans toute l'histoire de l'humanité, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc voilà, et c'est comment réagit un être humain face à un environnement qui lui est hostile à 400% et voilà, à 100% du temps. Comment on réagit, comment on survit, est-ce qu'on survit longtemps ou pas, et ouais, puis après explorer ce nouveau monde qu'on ne connaît pas ou peu, enfin, parce que c'est exploré, mais par des robots, donc voilà, ils font moins de choses qu'un être humain puisse faire. Et puis qu'est-ce qu'on ressent là-bas? Parce que le robot, il fait des expériences scientifiques, il fait des prélèvements, il fait des tas de trucs, et c'est génial. Mais un être humain, il a besoin de sentir, de toucher, de voir, de ressentir, et voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent là-bas? C'est ça que j'avais envie de trouver. Tu étais prête à affronter un environnement hostile pour faire partie des premiers explorateurs? Bah pourquoi pas? Oui. On dirait que tu as une certaine passion pour l'espace, au-delà de Mars. Je veux dire, tu as quand même fait un podcast qui s'intitule La folle histoire de l'univers. Bon, on comprend à peu près le thème rien qu'au titre. Je suis un peu monomaniaque. On ne va pas dire ça, c'est un sujet assez vaste hein, quand même. L'univers, ouais, c'est pas mal vaste comme sujet. Il y a de quoi raconter. Ouais. Ça te vient d'où cette passion? Ça te vient, je sais pas, de livres que tu as lus quand tu étais petite, tes parents Non, je crois pas. Je crois que je suis née avec en fait. C'est très difficile de dire d'où ça vient parce que j'ai toujours eu en moi, donc du coup, d'où ça vient, j'en sais. Ouais, peut-être que je suis tombée sur un livre ou des images quand j'étais toute petite et je m'en rappelle pas parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais j'ai toujours été fascinée. En fait, j'étais fascinée par la Lune quand j'étais petite. Je la voyais de la fenêtre de ma chambre. J'avais une petite chaise en osier et je montais sur ma chaise parce que ma fenêtre était trop haute et pour aller regarder la Lune. Et j'y voyais des tas de trucs. J'y voyais des rovers rouler, des drapeaux américains flotter, enfin des trucs qui n'étaient pas là. Tu as vu le lapin sur la Lune? C'est ça. Non, je l'ai vu plus tard. Et j'étais fascinée par la Lune et je me suis dit, mais je voudrais aller là-bas un jour. C'est fascinant cet endroit. Je voudrais y aller, je voudrais marcher dessus, savoir ce que ça fait que de marcher sur la Lune. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses derrière la Lune, qu'il y avait des autres planètes. Et du coup, ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais waouh, il y a des planètes derrière la Lune. Enfin, au-delà de la Terre et de la Lune. Et du coup, une fois que ça a été intégré, je me suis dit, mais il y a quoi au-delà des planètes? Alors on m'a dit, il y a des étoiles. Ouais, mais au-delà des étoiles, il y a des galaxies. Ouais, mais au-delà des galaxies. Et du coup, voilà, il fallait que je sache plus loin ce qu'il y avait de plus loin. Et quand je me suis rendu compte à peu près que c'était infiniment grand, enfin à notre échelle humaine, je me suis dit, mais je veux aller tout voir. La Lune et après, et au-delà. Je veux tout visiter. Du coup, est-ce que tu penses qu'un jour, malgré tout, tu iras là-bas? Je sais pas. J'en sais rien, je suis pas Madame Soleil en l'occurrence. Qu'elle est bonne. Non, j'en sais rien, je l'espère. Mais est-ce que je le ferai, ça? En attendant, tu as déjà vécu une expérience en apesanteur? Oui. Quelques années, je crois, en 2013, en participant à un vol parabolique. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ce que ça fait? C'était le 8 octobre 2013, le plus beau jour de ma vie. C'est noté. Comment on fait pour y aller? Comment on fait? C'est très simple. On chausse des chaussures qui sont trop grandes en taille 39 parce qu'il n'y avait plus que ça dans la boîte à chaussures spéciale avion. On monte dans l'avion et je fais du 35. Okay. Donc j'avais vraiment des péniches comme as. C'était très très... Mais bon, j'avais pas besoin de mes pieds en apesanteur puisqu'on flotte, n'est-ce pas? Donc voilà. Non, en fait, je travaillais à France Inter à l'époque et donc j'y allais en tant que chroniqueuse spéciale espace et tout ça. Et donc j'y suis allée avec mon petit micro et oui, en tant que reporter sur le terrain de l'apesanteur. Ça fait quoi de flotter? Ça, eh bien, voilà. Alors, c'est une des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas, hélas, il n'y a pas de mots, quoi. Enfin, c'est... En fait, Peut-être nous décrire un petit peu comment ça se passe pendant le vol? Ouais.
Ouais, là Plus techniquement, ouais, c'est plus simple. En fait, le truc, c'est qu'on est dans un avion classique, normal, qui n'a pas été bidouillé ni rien du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 pilotes qui mettent l'avion en apesanteur, c'est-à-dire ils le mettent en orbite. Enfin, ils lui font croire qu'il est plus dans l'atmosphère terrestre. Et donc, en fait, l'avion est à une altitude normale et il pique vers le ciel. Là, on pèse 2 fois notre poids, donc c'est un petit peu bizarre. Notre corps fait, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, pendant 12-15 secondes. Et ensuite, ils arrêtent les moteurs. Donc l'avion retombe. Et là, on est en apesanteur. Pendant toute la parabole, on est en apesanteur. Et ensuite, il remet le moteur quand même pour se remettre. Voilà. Et là, on repèse 2 fois notre poids. Et donc, on fait 2G, 0G et 2G. Et donc, voilà, il y a une vingtaine de secondes où on est en apesanteur. Et là, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sur Terre, enfin, à part dans ce genre d'avion. Et en fait, le sentiment le plus simple à exprimer, c'est qu'on se sent libre, mais comme jamais on a été libre. Parce que du coup, non seulement on peut se déplacer, on peut se mouvoir en 3 dimensions, c'est-à-dire que ce soit du haut vers le bas, ou de gauche à droite, ou en profondeur, vraiment en 3 dimensions, mais c'est pas comme dans l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas le poids de l'eau au-dessus de nous, on n'a pas... Enfin, quand on nage, enfin voilà, on évacue l'eau, et il y a une pression qui se fait. Là, non, c'est dans l'air, mais en 3 dimensions. Et en fait, on n'a plus besoin de nos muscles, puisqu'on n'a plus de poids à porter. La zéro-gravité, c'est l'absence de poids. On a toujours notre masse, mais on n'a plus de poids. Et donc, on n'a plus besoin de nos muscles du tout. Donc, il suffit de faire ça contre un mur et on part complètement en arrière. Et on n'a plus aucun sens des repères. Enfin, on n'a plus de repères. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même réussi à me perdre dans 8 mètres cubes, quoi. J'étais dans un endroit où ça faisait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et je ne savais plus où j'étais. À un moment, il fallait revenir vers le sol pour éviter de tomber de 2 fois son poids. Parce que je passais de 0 à 100 kilos, donc c'était compliqué. Il ne fallait pas que je tombe sur la tête, c'était mieux. Et donc, je ne savais pas où j'étais, quoi. J'étais perdue. Oui, parce qu'il n'y a plus ni haut ni bas, en fait. Non. Bah non. Et revenir d'un coup comme ça à la réalité, c'est un peu violent, non? Ah ouais, t'aimerais bien rester en zéro gravité, quoi. Et quand tu sors de l'avion, tu te sens lourde? Ouais. Malade aussi, parce que tu fais ça pendant 3 heures quand même, donc ton estomac à la fin il fait ouais mais non. Est-ce que tu as pris un petit déjeuner avant de prendre l'avion? Oui, il fallait, pour lester l'estomac quand même. Fallait pas trop boire parce que l'avion étant en apesanteur, il n'y a pas de toilette dedans, parce que sinon tout est en apesanteur dans l'avion. Il suffit que ça retombe là où il faut après. Oui, mais bon. Et oui, si, il faut petit déjeuner quand même, mais pas trop non plus pour pas être complètement... Voilà, pas trop lourd. Et manger léger la veille aussi. Pas se faire une fondue au chocolat après une raclette, quoi. Éviter. C'est ça. T'as pas été malade, au moins? Ah si, j'ai vomi 3 fois. Mais pendant ou après? Non, pendant. Pendant. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, comme j'étais pour France Inter, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que la réunion de la veille, on nous dit, pour éviter d'être malade, il faut toujours fixer un point, un point fixe pour éviter que le regard se balade. Il faut pas regarder par le hublot, parce que quand la Terre disparaît, de l'oreille interne, elle fait non. Non. Il faut pas trop se balader dans l'avion, il faut pas trop se pencher. Mais comme moi j'étais pour France Inter pour faire des reportages et tout, et que c'était un avion où il y avait des expériences scientifiques dedans, j'allais interviewer les scientifiques, je regardais les expériences, comment elles se passaient, je regardais par le hublot pour décrire dans mon micro ce que je voyais. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Et donc aux 2 tiers du vol, je suis allée m'asseoir sur un fauteuil à l'arrière de l'avion. J'ai pris mon petit sac à vomi et j'en ai rempli 3. Désolée, bon appétit. Écoute, au moins tu l'as vécu jusqu'au bout. Oui, voilà. Mais cela dit, moi je m'arrangeais quand même pour vomir entre les paraboles. Parce que j'avais un camarade devant moi, il vomissait pendant la pesanteur. Donc ça lui revenait dans la figure, si tu veux. Bref, vraiment bon appétit. Merci. Pardon, je sens que ça va apprécier. En tout cas, tu réussis quand même à nous donner envie. Cool. Malgré tout. Ah mais non, mais malgré si vous avez l'occasion, mais si vous avez l'occasion, allez-y, quoi. Carrément. Et tu as d'autres, on va dire, projets spatiaux? Je reviens de Mars là quand même. Enfin de Mars. Pardon. Entre guillemets, je pensais que non. Voilà, Tu reviens de Mars. Non, je reviens de Mars. Non, c'est-à-dire, je viens de faire une mission de simulation martienne dans le désert de l'Utah. Super. Voilà, de 15 jours où le principe, c'est effectivement de simuler un séjour sur Mars. Donc, on n'a pas simulé le voyage, qui dure 7 mois, ça fait un peu long. Donc, on arrive dans l'Utah, dans un habitat qui est fait pour, comme si on était vraiment sur Mars, qui a été conçu pour et tout. Et là, pendant 15 jours, on simule tout de A à Z.
Donc, c'est-à-dire qu'on ne sort pas sans combinaison spatiale, qu'on y fait des expériences scientifiques, qu'on est rationné en nourriture et en eau, qu'on mange lyophilisé et en conserve comme les astronautes. Enfin voilà, et tout ça isolé en plein désert de l'Utah aux États-Unis, dans un paysage rouge. Ah, comme si tu étais, quoi. Ah ouais, mais grave. Et alors, ton ressenti? Je vais y retourner. Ok, donc tu es sûre. Pardon, non, mais je vous aime beaucoup, hein, mais j'aimerais y retourner. Ok, pas de problème pour moi. Hein. Non, mais non, c'était top. C'était frustrant parce que c'était court. 15 jours, c'était court. Enfin, c'est C'était pas 7 mois. comme les vacances, quoi. Enfin, voilà, 15 jours de vacances, ça passe toujours à une vitesse folle. Bah, là, c'est pareil. Mais voilà, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Enfin, les journées étaient blindées. Enfin, voilà. On arrivait le soir, on était tous cassés, mais c'était très, très fatigant. C'était beaucoup de travail. Mais ouais, je voudrais en refaire une plus longue, quoi, pour vraiment avoir le temps de ressentir les choses et enfin, voilà, d'être isolée vraiment dans un laps de temps plus long et voir enfin, voilà, jusqu'où mes limites peuvent aller. Et comment ça se fait que tu aies pu participer à cette simulation? Alors j'ai une copine qui avait déjà fait ce genre de simulation de 15 jours, qui en avait fait une de 4 mois ensuite avec la NASA. Et là, elle s'est dit, bah, je vais en faire une de 15 jours. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, tu veux faire partie de l'équipe? Alors j'ai dit oui. Tant qu'à faire. Voilà. Mais à aucun moment tu ne t'es sentie isolée ou Ah bah si, bah, c'était le principe. C'était le principe. C'était le principe de se sentir isolée. Et je me suis pas sentie assez isolée d'ailleurs. Je suis une grosse autiste, faut le savoir. Okay. Moi je vois de gens et de vivants autour de moi, mieux je me porte. Donc là c'était un désert où il y avait que de la roche, des cailloux, de la terre. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de buissons, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas d'oiseaux. Oh, c'était le paradis. Oh là là. Oh là là, je veux vraiment vivre ma vie sur Mars en vrai. Enfin quoi que peut-être qu'il y a des bactéries, je ne sais pas. Bref, on ne sait pas. D'autres problèmes. Mais isolé, ouais, mais c'était le principe donc d'être isolé. Et puis le truc, c'est que dans ce genre de mission, on simulait donc un séjour martien. Et donc la règle, c'était que jamais personne ne se retrouve tout seul, soit dehors, soit dans l'habitat. Et donc on était toujours, il y avait toujours quelqu'un quelque part, pas loin. Et ça, en tant que grosse autiste, n'est-ce pas, c'est compliqué de ne jamais se retrouver totalement seul. Et voilà, étonnamment, c'est en se retrouvant complètement isolé dans un désert qu'on se retrouve moins seul qu'en ville, par exemple. Enfin, parce que, ouais, tu peux t'isoler chez toi ou j'en sais rien, quelque part. Mais là, non, t'es jamais seul. Jamais. Il y a toujours quelqu'un pas loin, quoi. Parce que c'est important de ne pas rester vraiment seul dans ce genre de situation. Bah, c'est surtout pour des questions de sécurité aussi. Oui. Si on se blesse, si on tombe, si on fait un malaise, si j'en sais rien, quoi que ce soit, il ne faut pas rester seul. C'est pour des raisons de sécurité. Sur Mars, évidemment, mais aussi dans l'Utah, parce que voilà, la première ville était à 3-4 heures de route, et que donc le moindre problème, bah, c'est compliqué à gérer, il ne faut pas se retrouver tout seul, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être une bonne simulation. C'était pas mal. C'est pas Mars encore, mais t'es pas loin. Non, parce qu'on risquait pas notre vie quand même. On savait que dehors on pouvait respirer, que les températures étaient à peu près clémentes. Voilà, qu'il y avait des gens pas loin pour nous réapprovisionner en nourriture si on en manquait. Enfin, on savait, voilà, on s'est jamais senti sur Mars vraiment. Mm-hmm. Mais bon, quand même, c'est un début. Et toi qui veux vraiment aller sur Mars, ça t'angoisse pas justement cette idée d'être loin de tout secours éventuel? Si, c'est très angoissant. Si. Mais j'y suis pas sur Mars, donc pour l'instant tout va bien. T'as le temps d'y repenser, c'est vrai. Voilà. Chaque chose en son temps. C'est ça. Enfin, moi, mon rôle, c'est pas de faire de la recherche ou de la science, c'est de communiquer autour de ce que les autres font et des avancées et de l'actualité, effectivement, des sciences et du spatial, et de la mettre un petit peu en scène parce que ça me fait marrer. Et voilà, donc parler plus de mon travail de vulgarisation, plus que enfin voilà, je suis pas scientifique, donc c'est un autre point de vue, ça, voilà. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, selon toi, d'encourager les gens à s'intéresser aux sciences? Mais parce qu'on vit dans une société qui est technologique et scientifique. Enfin, on a tous un téléphone, on utilise tous l'électricité, le métro, les transports en commun, la télévision. Enfin, je veux dire, il y a rien dans notre quotidien qui soit hors de la science et des technologies. Et malheureusement, en France, on n'a aucune culture scientifique. À la télé, il n'y a aucune émission scientifique. Enfin, il y en a, mais 2. C'est pas beaucoup, et c'est à destination d'un public relativement jeune.
mais pour des gens comme moi, comme des adultes, tout simplement, rien n'existe alors qu'on est dans une société qui n'a jamais été aussi scientifique et aussi technologique. C'est un non-sens absolu. Et donc du coup, je fais avec mes petits moyens, j'ai une caméra, YouTube, et j'essaye de partager l'actualité des sciences et du spatial pour un petit peu mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Je vulgarise des termes qui sont peut-être un peu difficiles. Et à chaque fois, j'ai une liste sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Perles du PAF. Et c'est en ça qu'on voit qu'il n'y a aucune culture scientifique en France, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de science à la télé, les animateurs ou les journalistes disent des grosses conneries, pardon, mais c'est des conneries quoi. Et donc du coup, c'est horrible à dire, mais du coup voilà, les perles du PAF, c'est je prends un journaliste ou un animateur qui parle de science et qui forcément à un moment va dire une bêtise. Et donc je rectifie et j'explique pourquoi c'est une bêtise et voilà, et j'essaye de partager un petit peu mes connaissances comme ça. Mais voilà, et ça me semble important effectivement que les jeunes et les gens s'intéressent aux sciences parce que c'est juste notre quotidien, quoi. Voilà. C'est pas mal comme programme. Puis c'est la connaissance. Enfin, je veux dire, Oui. c'est de la culture générale, même si elle est scientifique, c'est de la culture générale, c'est de la connaissance. C'est le monde dans lequel on vit, quoi. Enfin, ça nous concerne tous. Donc ça me semble important, ouais. Et tu as des projets pour la suite ? Oui, tu peux nous parler ? J'ai des projets pour développer ma chaîne YouTube déjà. J'ai plein d'autres idées de petites listes comme ça. Ah, chouette. Pour vulgariser la science avec un peu d'humour, n'est-ce pas ? Parce que la science, c'est pas chiant. La science, c'est rigolo, en fait. Absolument. Et on compte sur toi. Mais mets pas trop la pression, quand même. Si, on est à fond, là. On est à fond derrière toi. Non, mais ouais, développer ma chaîne YouTube, effectivement. Et je suis en train d'écrire mon premier spectacle parce que je reste auteure et comédienne. Et voilà. Et pour le théâtre. Alors, je sais pas si j'irai au bout, mais si j'arriverai à le monter en tout cas parce que c'est compliqué. Mais ouais, je suis à fond dedans et j'ai vraiment très envie de le faire. Donc voilà. Spectacle seul sur scène ou un seul en scène, ouais. Seul en scène. Un seul en scène. Et le pitch, pas très original. Dis-nous quand même. C'est voilà, donc seul en scène, donc il n'y aura que moi sur scène. C'est voilà, nous sommes 6 sur Mars depuis 1 an. Et là, la Terre et Mars se trouvent chacune d'un côté du Soleil, et donc il n'y a pas de communication possible entre la Terre et Mars pendant 3-4 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Je trouve ça plutôt original. Voilà. C'est en cours d'écriture. C'est beaucoup de boulot. En cours d'écriture. J'espère que tu iras jusqu'au bout. Merci beaucoup. Que je reste intriguée, j'ai envie de voir ça. C'est pour ça que j'ai fait ma mission de simulation aussi, c'est pour savoir un petit peu, pour avoir des éléments de réponse, vivre une expérience déjà, même qui se rapproche un peu, pour pouvoir nourrir le spectacle, quoi. Tu vois, tu disais au début de cette interview qu'il n'y a pas forcément de cohérence dans ton parcours. Ah mais non, je trouve que tout est lié. À première vue, parce que moi je la vois la cohérence, mais c'est vrai qu'à première vue, ouais, France 5, France Inter, machin, comédienne, je pense qu'on la voit mieux. What the fuck. Et en fait, non, tout est cohérent en fait. Et quand bien même ce le serait pas, je veux dire, c'est pas grave. C'est mon parcours, je peux pas revenir en arrière, je suis désolée. On t'en veut pas du tout, t'en fais pas. Ça c'est gentil, j'apprécie beaucoup. De rien. Écoute, merci beaucoup Florence. Juste un petit mot pour celles et ceux qui regardent, on peut suivre ton actu donc sur Twitter, Florence Porcel, sur ta page Facebook, la galaxie de Florence Porcel, et sur ton site web. FlorencePorcel.com. Exactement. Et sur ma chaîne YouTube, Florence Porcel. Tout est à mon nom, c'est formidable, c'est merveilleux. C'est assez facile de te retrouver. J'ai un petit cadeau à te faire en échange. Wow. Voilà, j'ai choisi la licorne pour toi. Je pense que ça te correspond. Ah, c'est bien ça. Je ne suis pas celle que vous croyez. Effectivement. Et tu es à cheval sur sa licorne. J'adore. Merci beaucoup, Florence.